Bon, après Flight Simulator 2024 hier, on enchaîne avec Stalker 2 aujourd'hui. On va donc aller voir comment ça tourne sur PC, sur une grosse vingtaine de cartes graphiques et une dizaine de processeurs. Let's go, c'est parti. Alors, Stalker 2, c'est bien évidemment la suite de Stalker, une série de FPS en provenance d'Ukraine, du studio GSC. Le premier épisode de la série était sorti en 2007 avec Shadow of Chernobyl. En 2008, on avait eu Stalker Clear Sky et en 2009, Call of Pripyat. Donc ouais, ça fait 15 ans qu'il n'y avait pas eu de nouvel épisode pour la saga. Stalker 2 avait été annoncé en 2010 avec une sortie prévue à la base pour 2012, donc 12 ans plus tard, il est enfin sorti. Et c'est vrai qu'après plusieurs annulations et reprises du développement, je pense qu'on peut dire que le développement a quand même été assez compliqué pour plusieurs raisons. Et bien évidemment, avec la guerre en Ukraine, ça n'a pas spécialement aidé le studio à développer son titre, je dirais, dans les meilleures conditions. Et oui, autant le dire tout de suite, ça manque d'optimisation, à n'en pas douter. Et même si tout n'est pas excusable, et que sortir un jeu qui manque vraiment de finition, c'est jamais une bonne chose, au moins je dirais qu'on peut plus ou moins comprendre pourquoi ici. Alors au niveau du moteur, le titre était prévu sur l'Unreal Engine 4 à la base, mais il a été porté sur l'Unreal Engine 5 en cours de route, et comme c'est une des premières versions de l'Unreal Engine 5 qui est utilisée ici, il ne bénéficie pas malheureusement des dernières améliorations, comme la gestion de la végétation avec Nanite, qui fait qu'ici, même avec une distance d'affichage quand même assez élevée, on voit du popping régulièrement sur les arbres et la végétation. Au niveau de l'éclairage, on est ici avec Lumen, donc du Ray Tracing Software, qui dans l'ensemble produit un résultat quand même plutôt convaincant, mais pas aussi précis que du Ray Tracing Hardware. Mais en contrepartie, c'est un petit peu plus léger, mais c'est loin d'être gratuit pour autant, comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises avec le Unreal Engine 5. Donc oui, le jeu est très gourmand, point de vue GPU aussi. Alors il me semble que normalement un patch futur devrait rajouter du Ray Tracing Hardware également, qui permettra sûrement d'améliorer par exemple les reflets, qui utilisent pour le moment un mix de Screen Space Reflection et de Cube Maps. Comme vous pouvez le voir ici, le SSR, ça va refléter les éléments qui sont présents à l'écran là dans la flaque d'eau. Par contre, dès que ces éléments-là disparaissent du champ de vision, ce sont les Cube Maps qui prennent le relais. Et donc les reflets sont beaucoup moins précis. Mais bon, le Ray Tracing Hardware devrait être encore plus lourd, je dirais que le Lumen et les techniques utilisées pour l'instant, donc ça risque de piquer encore plus qu'à l'heure actuelle. Le jeu dans l'ensemble est vraiment plutôt bien foutu techniquement parlant, surtout au niveau des environnements. Je trouve que l'ambiance est quand même là, que ce soit au niveau sonore et même graphique, ça rend plutôt bien, même si par certains côtés ça fait un petit peu daté. On sent que le jeu aurait dû sortir avant 2024, très clairement. Et on voit aussi par exemple que les modèles des personnages font quand même assez vieillots. Plus vieillot que le reste, je dirais, puisque les assets sont de plutôt bonne qualité, comme les textures, c'est du plutôt bon boulot à ce niveau-là, et clairement, ça a un impact aussi sur le coût en VRAM du jeu, qui est quand même assez élevé, particulièrement en détail ultra, qui mettra quand même à mal les cartes graphiques avec 8 Go de VRAM dès le 1080p, comme l'ont déjà montré d'autres tests, comme par exemple chez Hardware Unboxed. Pour le test du jour, j'ai fait mes tests en détail élevé, ce qui semble quand même améliorer les choses pour la plupart des GPU au niveau lourdeur sur la VRAM, jusqu'à un certain point bien évidemment. Pour la version PC, on a un feature set quand même assez complet, il y a une compilation de shaders au lancement du titre qui peut être quand même assez longue, et qui se répète en partie à chaque lancement du jeu. Pas certain que ce soit nécessaire à chaque lancement non plus. La compilation de shader, normalement, n'est nécessaire qu'une seule fois, donc peut-être que ce sera patché plus tard, et malgré cette compilation de shader, on retrouve quand même quelques stutters en jeu, qui fait jamais plaisir, mais bon, on a l'habitude, je dirais, avec l'Unreal Engine 4, voire 5 depuis quand même plusieurs années. Malheureusement, c'est une des maladies du moteur. Alors après, clairement, il y a des développeurs qui arrivent à contourner le problème de manière plus ou moins efficace. Au niveau des menus, on retrouve des menus de l'Unreal Engine quand même assez basiques, mais fonctionnels évidemment. On a le support de l'ultra-wide, le HDR. Au niveau des upscalers, on a la panoplie complète ici, avec le DLSS 3 avec Frame Generation, le FSR 3.1 avec Frame Generation également, et le XeSS en version 1.3, et on a aussi le TSR, la solution d'upscaling de l'Unreal Engine 5. Et au niveau de la qualité des upscalers, alors en 1440p Quality pour le DLSS, XeSS et FSR, et l'échelle de rendu à 65% pour le TSR, pour faire un équivalent du mode Quality des autres upscalers. Dans l'ensemble, je trouve que le XeSS et le FSR sur le titre sont vraiment assez mauvais dans l'ensemble. Mais toujours mieux que le TAA de base du titre, qui est vraiment immonde, donc à proscrire. Clairement, il vaudra mieux utiliser le TSR ou le DLA par exemple pour faire du natif. Par contre, l'implémentation du FSR produit beaucoup de shimmering sur la végétation, ça devient vite quand même de la bouillie de pixels, du ghosting et de la désocclusion sur les armes aussi. Dans l'ensemble, c'est quand même assez décevant. Pour le FSR 3.1, on a quand même vu mieux. Pour le XeSS en DP4A, je trouve qu'il fait pas vraiment beaucoup mieux que le FSR ici, au niveau du shimmering sur la végétation et les artefacts de désocclusion. Par contre,
pas vraiment de ghosting, donc c'est un plus vis-à-vis du FSR, mais pas fan de l'image finale au global pour autant. Le DLSS s'en sort dans l'ensemble plutôt bien, et l'image est beaucoup plus stable qu'avec le FSR ou le XeSS. Sur la végétation, c'est la plupart du temps très propre, même si parfois, selon l'éclairage, comme ici par exemple, c'est pas toujours parfait non plus. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt quali. Pas trop de ghosting ou d'artefacts de désocclusion, même s'il y en a quelques-uns quand même. Donc si vous avez une carte Nvidia, le DLSS sera comme souvent la plupart du temps le choix le plus simple et le plus pertinent. Pour les cartes AMD et Intel, par contre, le TSR est pour moi le second meilleur upscaler. Sur la végétation, c'est beaucoup plus propre que le FSR et le XeSS. Il y a un poil de ghosting, mais pas trop prononcé. Et sur certains points, je préfère même le TSR au DLSS, puisque comme vous pouvez le voir ici, sur la scène de tout à l'heure où le DLSS était un petit peu en difficulté, là le TSR s'en sort mieux. Mais c'est pas le cas partout dans le jeu. Donc bon, même si vous avez une RTX, ça coûte rien de voir si vous préférez le TSR ou le DLSS sur ce jeu-là. Mais vis-à-vis du FSR et du XeSS, pour moi, il n'y a vraiment pas photo. Le TSR est largement meilleur que les deux autres. Et comme en plus, on peut coupler le TSR avec le FSR FrameGen, autant en profiter. En parlant de Frame Generation, alors les implémentations sont ok sur le jeu, même si celui-ci se désactive pendant le cinématique, ou si vous utilisez votre PDA, évidemment. Pour les cartes graphiques avec 8 Go de VRAM, vu que le FrameGen consomme de la VRAM, ça peut poser problème selon les réglages avec des cartes avec 8 Go. Mais bon, en dehors de ces problèmes-là, les deux technologies de FrameGen fonctionnent normalement. On va maintenant passer aux chiffres de performance. Alors, pour les tests d'aujourd'hui, j'ai utilisé deux scènes de 30 secondes différentes, une pour les cartes graphiques et une autre pour les processeurs. Alors le jeu peut se montrer très gourmand au niveau du processeur, dans les petits villages, quand il y a plusieurs PNJ, là où en dehors de ces secteurs-là, c'est plutôt le GPU qui va limiter. Du coup, j'ai choisi d'utiliser deux scènes différentes. Au niveau des drivers, comme hier avec FlightSim, Nvidia et Intel avaient sorti des drivers pour Stalker 2 pour la sortie du titre. Chez AMD, par contre, rien de nouveau à ce moment-là. Du coup, ce sont les derniers drivers bêta en date. Donc bref, allons voir ce que ça donne. Alors, on démarre avec le 1080p, et chose intéressante, c'est qu'on a grosso modo, je dirais, le scénario inverse par rapport à FlightSim 2024 hier, puisqu'ici, ce sont les Radeon qui ont des 1% plus élevés que les GeForce, donc d'un jeu à l'autre, ça varie, mais clairement les Radeon se maintiennent mieux là-dessus sur ce jeu-là. Mais du coup, il y a des scénarios où par exemple, la 4070 Super finit devant les 7900 GRE et 7800 XT sur les FPS en moyenne, mais pas sur les 1%. Alors après au final, c'est assez proche au niveau du feeling pour les trois cartes, mais il y a des petites différences. Sinon, c'est un classement relativement normal, mais on voit que les 60 FPS de moyenne, ça s'arrête aux 4060 Ti, et les 6700 XT et 3060 Ti, par exemple, malheureusement, n'y arrivent pas, même si on n'en est pas très loin. Et on voit aussi que les RX 7600 et les RTX 4060 tournent plus aux alentours des 50 FPS de moyenne. Donc c'est quand même assez compliqué, le jeu est vraiment très lourd. On note aussi, comme souvent sur les titres Unreal Engine 5, que la 1080 Ti a quand même un petit peu de mal, et termine derrière la 3060, et même la RX 6600. Et là où hier, la 770 d'Intel sur FlightSim avait de plutôt bonnes performances, ici pour les cartes d'Intel, c'est quand même plutôt mauvais. Puisqu'en dehors des cartes avec 6 Go de VRAM, elles arrivent bonne dernière, un bon cran derrière la 3060. Et pour les deux cartes avec 6 Go de VRAM, j'ai fait un test en détail médium avec DLSS ou FSR en mode quality, en 1080p, et ça rend le jeu du coup jouable sur les deux cartes. La 2060 s'en sort avec 60 FPS de moyenne, mais les 1% sont un petit peu faiblards, mais on peut faire avec. Pour la 1060, 32 FPS de moyenne, c'est pas méga confort non plus là aussi, mais bon, on peut se débrouiller ou encore baisser les détails d'un cran aussi. En 1440p, on descend direct sous les 100 fps, même pour la 4090, et comme on tombe de moins haut au niveau des performances moyennes, je dirais, les écarts vis-à-vis des 1% se resserrent un petit peu, mais c'est toujours à l'avantage des Radeon sur ce terrain-là malgré tout. Et les dernières cartes à arriver aux 60 fps ici en 1440p, ce sont les 7800 XT et les 3080, avec la 4070 qui y est presque. Bon, c'est un jeu compliqué en natif, comme beaucoup de jeux Unreal Engine 5 avec Lumen, donc pour que ce soit plus fluide, il faudra jouer de l'upscaling sur pas mal de cartes. On voit aussi que comme avec Flight Simulator, les RX 7600 et 6600 s'effondrent en 1440p, alors probablement avec le poids du jeu au niveau de la VRAM, et on voit que la 4060, tout comme sur FlightSim, s'en sort mieux à ce niveau-là, avec un avantage quand même assez marqué ici, même si 36 FPS de moyenne, c'est pas non plus la dinguerie, on est bien d'accord, mais on voit qu'il y a une gestion différente au niveau de la VRAM qui favorise un petit peu la 4060 quand on est un petit peu borderline. La 770 d'Intel ferme la marche pour les 30 FPS et la 750 arrive à 16 FPS de moyenne. Là aussi, je pense que les 8 Go de VRAM sont probablement les fautifs. Donc vu que le titre manque quand même de pas mal d'optimisation, je serais pas surpris qu'en 1440p, la plupart des cartes avec 8 Go de VRAM rencontrent des problèmes, je dirais, sur des longues sessions de jeu. En 3440 par 1440, bon, 80 FPS de moyenne pour la 4090 et 70 environ pour les 7900 XTX et 4080.
Bon, ça picote, hein, et c'est la 7900 XT qui ferme le bal des 60 FPS natifs ici. Et on voit que sur le bas du tableau, les 4060 Ti 8 et 16 Go arrivent malgré tout à maintenir un petit 30 FPS, ça déborde pas sur le test pour les 8 Go de VRAM, mais bon, tout comme en 1440p, je pense que sur des longues sessions de jeu, ça devrait coincer. Et en 4K maintenant, bon bah c'est un carnage, la 4090 c'est la seule carte à se maintenir au-dessus des 60 FPS de moyenne, il faudra viser les 4070 et supérieurs pour du 30 FPS en natif. Clairement ici pour la plupart des cartes, l'upscaling sera nécessaire pour atteindre les 60 FPS de moyenne. Et pour les 4060 Ti, on voit que maintenant là les 8 Go s'effondrent directement par manque de VRAM, et on voit que le modèle 16 Go arrive à 24 FPS, et on peut pas dire que ce soit une expérience incroyable pour autant, même si effectivement c'est beaucoup mieux que le modèle 8 Go. La 3080 est probablement sur le fil du rasoir ici avec ses 10 Go de VRAM, donc sur de longues sessions, il y aura probablement des petits soucis de gestion de la VRAM, pas certain que ça passe sans problème, hein, mais bon, avec un petit coup de DLSS, ça devrait lui permettre malgré tout de s'en sortir. Au niveau des presets graphiques, alors oui, entre les détails ultra élevés, la différence est quand même très minime. Je dirais en dehors d'alléger un petit peu la charge sur la VRAM. Au niveau des performances, ça change pas grand chose, 5% d'écart, et le gap se fait surtout avec les détails médiums, avec quasiment 65% de performance en plus. Clairement, il y a de la place pour des settings optimisés ici, et entre les détails médiums et bas, on gagne 20% de plus, et entre l'ultra et le bas, du coup, on est sur un gros x2, on va dire. Donc le scaling est pas trop mauvais, c'est juste que les presets sont pas hyper bien équilibrés. Et au niveau de l'upscaling, 45% de gain entre le natif et le DLSS Quality, c'est dans la moyenne, hein, c'est pas mal du tout, et comme souvent, on peut rajouter 10% par palier, je dirais, d'upscaling supplémentaire, au détriment de la qualité d'image. Et un bon compromis upscaling plus réglage graphique permettra de gagner pas mal en performance pour une perte, je dirais, de qualité d'image plutôt modérée. Alors on enchaîne avec les processeurs, et dans le petit village qui sort de test, on peut voir que le processeur a quand même un impact non négligeable, et clairement le 9800 X3D se démarque des autres sans grande surprise. Mais on voit que les 14700K et 7800 X3D s'en sortent plutôt bien également. Par contre, le 265K est un poil derrière au niveau des 1%, c'est un petit peu dommage. Le 13600K se défend ici très bien également, les 9600X et 7600 sont un petit cran derrière, et le 5800 X3D a un petit peu de mal ici, mais reste tout de même loin devant le Ryzen 5600, qui tout comme l'i3 13100 et le Ryzen 3600 n'arrivent pas aux 60 FPS de moyenne. Mais bon, quoi qu'il arrive, tous les processeurs ont du mal ici, les performances sont clairement pas stables, puisqu'on voit qu'au niveau des 1%, on est quasiment à la moitié des performances moyennes pour tous les processeurs. Donc ouais, c'est pas la fête, et clairement ça manque d'opti du point de vue processeur, puisque le petit village, c'est pas non plus un quartier de Cyberpunk avec énormément de PNJ. Ici, s'il y a 20 persos qui se promènent dans le village, c'est le bout du monde. Donc cette lourdeur, je dirais, n'est vraiment pas justifiée du tout. Et en dehors de ces endroits avec pas mal de PNJ, le jeu est quand même beaucoup plus léger du point de vue processeur. Je dirais que ce qu'on voit ici, c'est un petit peu le pire des scénarios. Donc bref, oui, encore un jeu qui sort dans un état quand même assez mauvais. Personnellement, j'ai eu 2-3 crashs, surtout en bidouillant les réglages graphiques. En dehors de ça, je dirais que pendant les tests, ça s'est quand même plutôt bien passé. Mais c'est vrai que même si le jeu est pas moche, et qu'il y a vraiment des choses très positives sur la qualité des assets et des détails, l'ensemble n'est pas non plus incroyable visuellement parlant. On a clairement vu plus impressionnant techniquement ces derniers temps, et au niveau de la DA, c'est un petit peu du vu et revu aussi, mais quand on joue, l'ambiance fonctionne quand même, c'est plutôt sympa, au niveau sonore aussi c'est plutôt bien foutu, mais bon, on sent que c'est quand même un jeu qui aurait dû sortir il y a quelques années, et point de vue gourmandise, c'est dans les mêmes eaux que pas mal d'autres jeux Unreal Engine 5, mais tout de même assez gourmand en VRAM, surtout en ultra. A saluer tout de même que le jeu n'a pas de DRM, donc il n'y a pas des niveaux ou de trucs du genre, et heureusement, puisque ça aurait probablement pas aidé, je dirais, les performances du point de vue processeur et tout ça, donc c'est une bonne chose qu'il n'y ait pas de DRM ici, et le jeu semble quand même avoir été plutôt bien accueilli par les joueurs en général, au-delà des problèmes techniques on dira, même si comme souvent, certains apprécieront la suite, certains préféreront les anciens Stalker. C'est vrai que 15 ans plus tard, c'est toujours assez compliqué, puisque les attentes des joueurs sont souvent énormes, et avec un développement aussi chaotique, c'est déjà très surprenant que le jeu soit sorti, puisque perso, je pensais qu'il allait jamais sortir en fait. Donc bon, j'espère que le titre sera patché, modé et amélioré au fil du temps. En l'état, ça fait quand même un petit peu early access, mais bon, on sent qu'il y a de la matière derrière. Et comme avec Flight Simulator hier, le jeu est dispo sur le Game Pass, donc avec une version d'essai, il y a moyen de tester la chose pour pas trop cher, et j'espère que la plupart des amateurs des anciens Stalker y trouveront leur compte sur cette suite, et GG aux développeurs quand même pour avoir persévéré sur le développement du jeu, malgré une situation quand même plus que compliquée en Ukraine, et vu tous les problèmes qu'ils ont rencontrés. Et puis le jeu continuera d'être benché lui aussi, que ce soit sur les GPU ou les CPU, et ce sera intéressant de voir l'évolution sur la longueur au niveau de ses performances.
Sinon, comme d'habitude, si vous avez apprécié les vidéos, les machins pénibles de YouTube, c'est débile mais ça aide. La page Amazon avec les idées de config tips, c'est dans la description de la vidéo. Et comme toujours, de gros poutous aux membres soutien Ko-fi et YouTube de la chaîne, qui m'aident à la faire survivre, tout simplement. Et puis sinon, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!